Bonjour, dans cette huitième séance du cours de morphologie, nous allons traiter la question de la construction des surfaces. Nous allons analyser quelles sont les caractéristiques géométriques qui nous permettent de comprendre comment au mieux réaliser une surface. Voici donc la table de matière de la séance. On va commencer en regardant le concept de structuration d'une surface. Qu'est-ce que signifie en fait donner une structure à une surface, ou ce qui revient même utiliser une surface pour générer une structure. Ensuite, nous allons regarder quelque chose qu'on a déjà vu la semaine dernière, c'est-à-dire le concept de courbure d'une surface et leur classement. Les classements de surface sur la base de la courbure était le point d'arrivée de la séance précédente. On va partir de ce classement qu'on va analyser un peu plus en détail pour regarder les techniques de génération de surfaces potentiellement exploitables, puis pour introduire un certain nombre de concepts qui sont utiles pour la compréhension de phénomènes constructifs relatifs aux surfaces, notamment l'indicatrice de Dupin, le dessin des courbes, donc des lignes courbes sur des surfaces courbes, une autre technique qui est celle des cercles des morts, et puis nous allons conclure en indiquant un certain nombre de lignes caractéristiques qu'on peut dessiner sur la surface et qui permettent donc de euh, construire ces surfaces-là par un ensemble ou par un réseau de lignes structurées. Donc nous allons commencer avec des exemples de surfaces construites, structurées. Donc ceci est les bancs Coursal à Ostia, réalisés par Nervi en 1950. On peut voir cette grande structure en béton portée par un mât central, un pied central, évidemment encastré au sol, et on voit comment la structure la surface plutôt est couverte d'un réseau de nervures qui en fait lui donne la capacité portante, génère en fait sa structuration, et en même temps ces lignes elles sont d'une quelque manière cohérentes avec la géométrie de la surface en elle-même. Donc il s'agit des lignes qui sont propres à la surface et qu'on peut exploiter, qui ont été exploitées par Nervi afin de générer la structuration de la surface. Ici, un autre exemple, toujours de Nervi, c'est la salle des auditions du pape à Rome. On voit à nouveau une surface ici de dimension encore plus grande, beaucoup plus grande que celle de l'exemple précédent, dans laquelle un ensemble de nervures caractérise à la fois la géométrie et le comportement structurel de l'ensemble. Ici encore un exemple venant de Nervi, le palais du travail, le Palazzo del Lavoro de Turin, dans lequel nous avons un peu comme dans les coursales, dans les bancs coursales, nous avons ces structures tenues par pilotis et des très grandes porte-à-faux. Et ces porte-à-faux, en fait, ils ont réalisé à leur tour par une structuration en nervures qui portent des plaques. Alors, on verra ensuite les phases constructives de ce chantier. Encore pour continuer sur les exemples, le palais des sports de Rome, toujours de Nervi. À nouveau, on voit comment ces lignes, ces nervures sont à la fois des lignes géométriques et des lignes de force à l'intérieur du système. Pourquoi ces lignes? Pourquoi avoir ce besoin de donner à la surface une géométrisation et une structuration autre que simplement sa forme courbe? Alors ici, on voit une des raisons, c'est la construction en elle-même. En réalisant la structure par des nervures et des surfaces de structures secondaires, on peut phaser la construction, donc on réalise d'abord la nervure et après la structure secondaire, ce qui permet de générer d'abord donc des appuis en hauteur. Par exemple, vous voyez ici, la structure nervurée génère d'abord la possibilité de poser des objets en haut, et ensuite ces objets sont posés et sont accordés entre eux. Donc une facilité des chantiers. Et on voit ici un autre exemple dramatique, la cathédrale Notre-Dame lors de son incendie. On voit comment les voûtes ont pu tenir, et grâce à ces concepts de structuration, bien sûr, un concept qui avait permis de les construire et qui lui a permis de tenir,
même avec des dommages éventuellement conséquents, mais finalement suffisamment réduits compte tenu de l'intensité et de l'importance de l'événement, eh bien cette tenue a été possible grâce à la nature structurée de la surface, et cette nature structurée a été réalisée avec un mariage parfait entre le choix géométrique de la forme de la surface et de la forme des nervures et le mariage statique du fonctionnement structurel du système dans son ensemble, fonctionnement structurel des nervures pris isolement. Grâce à la nature structurée du système constructif, cette nature structurée qui peut se réaliser seulement si on a la juste relation, le mariage, pour ainsi dire, parfait entre la géométrie de la surface qu'on construit et la géométrie du système structurel, notamment ici des nervures, qui la supporte, qui la renforce. Voilà, ceci nous permet de motiver en fait l'étude, et on va reprendre là où on avait quitté le cours la semaine dernière avec les concepts de courbure. Nous avons vu que pour une surface quelconque suffisamment lisse, on peut se donner en tout point un concept assez évident de normal, des lignes de droite normale, ici indiquées par la lettre Z. Et on peut se donner donc en tout point de la surface un repère x, y, z, comme par exemple celui indiqué, tel que les axes x et y appartiennent au plan tangent au point de calcul à la surface, et l'axe z est la normale à ces plans. Et on a vu qu'on peut observer une variation de pente dans la direction x qu'on appelle la courbure kappa x, une variation de pente dans la direction y. Donc quand on procède à la direction y, on observe la pente changer. Cette variation de pente à la direction y, on l'appelle la courbure kappa y. Et puis on peut observer aussi dans certaines surfaces et dans certaines directions de la torsion, c'est-à-dire qu'en avançant dans une direction, ici en avançant en direction y par exemple, on observe un changement de courbure, un changement de pente, pardon, en direction opposée, donc en direction x ici. Cet troisième élément de courbure, on l'appelle torsion ou courbure de torsion. Et nous avons aussi vu la semaine dernière que le choix des axes xy donne des courbures kx et ky différentes. Ici, on a dessiné à gauche les cercles osculateurs qui correspondent au plan xz, donc au plan des normales y, et ici, les cercles osculateurs qui correspondent au plan YZ, donc le plan de normale X. Et on a vu que si on fait tourner les axes XY en gardant l'axe Z sur sa position, on obtiendra des courbures différentes. Voilà un exemple dans lequel on change des XX', des Y à Y', et les courbures, donc les rayons des cercles osculateurs changent par conséquent. Eh bien, on a vu que quand on fait ce changement-là, il y a des invariants. Et ces invariants sont la courbure moyenne et la courbure gaussienne, qu'on représente par la lettre M, la courbure moyenne, et par la lettre G, la courbure gaussienne. La première est la somme divisée par 2 des deux courbures qu'on appelle principales, et la deuxième est le produit de ces courbures principales, ou si on veut, la première est la somme divisée par 2 de la courbure en direction X plus la courbure en direction Y, et la deuxième, c'est le produit des deux courbures en direction XY moins le carré de la torsion. Donc on peut avoir cette représentation, on peut avoir celle en termes de courbure principale. C'est quoi une courbure principale? C'est la courbure qu'on enregistre, qu'on mesure dans la direction où cette courbure est max ou min. Et on a vu que les différentes possibilités de surface qu'on a sont limitées à ces quatre types. On peut avoir les deux courbures principales des mêmes signes. Donc ici, elles sont toutes les deux positives, ici, elles sont toutes les deux négatives. Et alors, la surface localement ressemble à un morceau d'ellipsoïde, où elles peuvent avoir carrément la même valeur et être de même signe. La surface localement ressemble alors à une sphère.
Et une des deux peut être nulle, l'autre de signe positif ou négatif, la surface localement ressemble à un cylindre. Et finalement, les deux courbures principales peuvent avoir signe opposé, et alors la surface localement ressemble à une surface de tore, donc celle qui est dessinée ici. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et on avait aussi vu ou commencé à voir un classement de surfaces sur la base de deux systèmes de courbures gaussiennes ou moyennes. On avait vu que, en regardant la courbure gaussienne, je rappelle le produit des deux courbures principales, on aura des surfaces qui sont localement en simple courbure. Alors, si cette propriété est vraie sur tous les points de surface, il s'appelle des surfaces qui sont partout à simple courbure. Le cas d'une telle surface, l'exemple typique d'une telle surface, c'est un cylindre. Donc, simple courbure signifie que la courbure gaussienne est égale à 0. On indique ici Gauss égale 0. On peut sinon avoir des surfaces à double courbure, c'est-à-dire des surfaces dans lesquelles la courbure gaussienne n'est pas nulle. Et alors, on a deux possibilités. Cette courbure gaussienne est un nombre négatif ou cette courbure gaussienne est un nombre positif. Si la courbure gaussienne est un nombre négatif partout sur la surface, alors on parle de surfaces anticlassiques, c'est-à-dire des surfaces qui ont la forme qui est dessinée ici. Et si la courbure gaussienne est positive partout, alors on parle des surfaces synclastiques, qui ont à peu près cette allure. Ça, c'était le point où on est arrivé, donc ici, la gauche du diagramme. On peut regarder cette entrée du diagramme, la courbure moyenne. On a dit que la courbure moyenne est la moyenne entre les deux courbures principales, et ça revient au même à faire la moyenne entre la courbure en direction X et la courbure en direction Y, quel que soit le choix du repère XY selon la rotation des repères dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, alors, on pourra avoir un cas particulier dans lequel la courbure moyenne est la même en tout point de la surface. Donc, on parle de surface en courbure moyenne constante. Et là, on a des deux types. La courbure moyenne peut être constante et notamment égale à 0. Elle peut être constante et différente de 0. Si la courbe moyenne est constante et égale à 0, alors on est face à des surfaces qui sont aussi anticlassiques. On les appelle surfaces minimales. Un exemple de surface minimale qui est dessiné ici, c'est une bulle de savon qui se formerait donc ici entre un bord posé ici et un bord posé là, par exemple. L'autre cas de figure de courbure moyenne constante, lorsque cette courbure moyenne est constante et différente de 0, alors là on a affaire avec des surfaces qui sont synclastiques et c'est l'exemple des formes pneumatiques, donc par exemple un ballon gonflé ou un pneu de voiture. On peut encore observer une troisième entrée dans ce tableau qui est celle-ci dans laquelle on indique le mot surface réglée. On dit qu'une surface est réglée si en tout point de surface passe au moins une droite. Et d'ailleurs, la surface est donc une droite entièrement contenue dans la surface. Et d'ailleurs, la surface réglée peut être construite par un ensemble de ces droites. Alors, les surfaces réglées, il y en a de trois types. On apprendra plus tard à les construire. Donc, les trois types diffèrent en fait par leur construction. Les surfaces réglées de type cylindrique, celles de type conique et celles de type tangentale. Or, les surfaces réglées de type cylindrique sont en fait des surfaces qui sont un peu comme des cylindres. Donc, toute forme cylindrique peut être peut être considérée une surface réglée. Les surfaces coniques sont celles qui ressemblent à des cônes. Là aussi, donc évidemment, de manière généralisée, on aura donc des surfaces réglées. Et puis les surfaces tangentales sont celles qui sont construites par un processus particulier qui consiste à se donner une courbe dans l'espace et puis toutes les tangentes à cette courbe. Donc réunir toutes les tangentes dans cette courbe dans une surface permet de construire une surface réglée qu'on appelle tangentale. Alors on peut noter que les surfaces cylindriques sont toujours à courbure gaussienne nulle. Les surfaces coniques peuvent être à courbure gaussienne nulle ou négative. Et les surfaces tangentales sont toujours à courbure gaussienne négative. Donc nous pouvons regarder maintenant le problème de la génération
géométrique d'une surface. Donc comment je peux construire une surface appartenant dans l'espace, appartenant d'un ensemble d'informations qui sont celles d'un dessin, qui sont celles d'un plan, qui sont des informations donc bidimensionnelles. Alors ce problème, il a un antécédent historique très célèbre qui est la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence, réalisée par Brunelleschi. Vous connaissez le principe de l'histoire de cet objet, de cette architecture, une très grande coupole réalisée dans un contexte où la ville ne disposait plus de moyens logistiques et financiers lui permettant de réaliser des échafaudages de dimensions suffisantes pour la construction de la coupole, et l'idée de Brunelleschi de réaliser la coupole d'une quelque manière en l'air grâce à une technique constructive particulière. Mais attention, il n'est pas suffisant de disposer d'une technique constructive particulière, il faut avoir une technique de repérage dans l'air de la coupole, parce que sinon, quand vous travaillez à 40-50 mètres du sol et que vous n'avez pas un tel système, l'objet que vous construisez ne peut pas correspondre à un plan, ne peut pas réussir comme il était prévu, et notamment il risque de perdre toute sa symétrie et toute sa capacité de tenue qui est basée sur des équilibres, qui est basée sur des proportions, sur des dimensions qui ont été préétablies et qu'il faut donc savoir respecter lors de la construction. Donc ce travail de repérage spatial a été fait par Brunelleschi à l'aide de systèmes de repères qui ont été retrouvés d'ailleurs dans les nervures et sur des méthodes qui ont été reconstruites aussi par des chantiers expérimentaux. C'est toute une histoire assez passionnante qui relève plutôt du monde de l'histoire de la construction. Je la cite ici pour vous indiquer l'importance qu'il y a l'identification de certaines lignes dominantes d'une quelque manière sur la surface, parce que ces lignes permettent en fait la construction de la surface dans le sens physique, dans le sens concret, dans le sens déjà de nous permettre de nous repérer dans l'espace pour construire la surface, et puis, ce qui est aussi important, de renforcer de manière adéquate la surface pour qu'elle se tienne. Alors, on peut classer les surfaces continues sur la base de la façon qu'on peut se donner pour les générer à partir d'éléments géométriques plus simples, donc notamment à partir des lignes courbes planes notamment, et encore mieux si on peut les tracer à partir des lignes droites. Bien sûr, le classement que je vais faire, il n'est pas exclusif, et surtout, il est possible qu'une même surface puisse être obtenue par plusieurs des méthodes de montrer. Donc, il ne faut pas imaginer que ce que je vais vous montrer résout complètement ou répond complètement à la question de la construction d'une surface donnée. Alors, première méthode constructive, c'est la rotation d'une courbe autour d'un axe. Donc, imaginez effectivement la réalisation d'un tore. Voilà, la réalisation d'un tore, il est obtenu en prenant un cercle qu'on appelle la courbe génératrice et en le faisant tourner autour d'un axe de rotation qui n'est pas un axe qui coupe les cercles. Notamment dans un tore droit, cet axe de rotation et les cercles sont contenus un des cercles sont contenus dans un même plan. Donc, par conséquent, tous les cercles sont contenus dans un plan qui passe par l'axe de rotation, qui est donc l'axe du faisceau de plan en question, de l'étoile de plan en question. On appelle trajectoire la ligne tracée par n'importe quel point du cercle lorsqu'il tourne autour de l'axe de rotation. Donc ça c'est l'exemple du tore, mais de manière générale on peut réaliser un ensemble de surfaces qu'on appelle surfaces de rotation ou de révolution. Et elles sont obtenues donc en se donnant à la fois une courbe et un axe de révolution. Deuxième possibilité, c'est de faire translater une courbe sur une autre courbe. Donc les parabolides hyperboliques et les parabolides elliptiques sont deux exemples appropriés dans ces cas. Donc voilà, vous pouvez imaginer de prendre une parabole et de la faire translater sur une autre parabole. La première, on l'appelle génératrice, la deuxième, on l'appelle directrice. Et on peut faire ceci avec deux courbes, deux paraboles qui ont les foyers
part opposée de la surface. Dans ce cas, on a donc un paraboïde hyperbolique et on peut le faire, je le montrerai plus tard, en mettant les deux paraboles de telle manière que les foyers se trouvent du même côté de la surface et on a dans ce cas un paraboloïde parabolique. Troisième méthode constructive dans la liste que nous traitons à présent, c'est la translation d'une ligne suivant deux courbes. Donc je me donne deux lignes quelconques qui peuvent être droites ou courbes et je fais balader une ligne génératrice sur ces deux trajectoires. Donc voilà l'exemple. Encore un paraboloïde hyperbolique qui est obtenu en faisant translater une droite que vous voyez ici, qu'on appelle droite génératrice, sur deux autres droites qui ne sont ni parallèles ni appartiennent au même plan et qui sont les droites directrices. Vous pouvez noter que cette courbe et cette courbe sont la même chose, sont la même courbe en fait dans des conditions appropriées de dimension de parabole et d'orientation des axes. En tout cas, c'est la même famille de courbes, les paraboloïdes hyperboliques, parfois appelés pH simplement par les paraboloïdes hyperboliques, donc pH. Eh bien, ces pH peuvent être obtenus par une méthode de translation d'une parabole sur une parabole ou par une méthode de translation d'une droite sur deux droites. On obtient la même typologie de formes géométriques. Voilà d'autres exemples de systèmes obtenus, de formes obtenues par rotation, formes obtenues par rotation ou par translation. Donc voilà, la sphère, par exemple, s'obtient évidemment en faisant tourner un cercle autour d'un diamètre. Un ellipsoïde peut s'obtenir en faisant tourner une ellipse autour d'un diamètre aussi. Un paraboloïde de révolution qui s'obtient en faisant tourner une parabole autour de son axe. Un hyperboloïde de révolution s'obtient en faisant tourner une hyperbole autour de son axe. Un cylindre ou un cône qui s'obtiennent en faisant tourner une droite autour d'un axe qui se trouve dans le même plan de la droite. Un tore, comme on a déjà vu, c'est la rotation d'une courbe fermée, de manière générale, ça pourrait être un cercle ou une autre forme, sur un axe qui ne l'intersecte pas. Donc, comme on a déjà vu. Des cylindres, éventuellement non circulaires, s'obtiennent en faisant translater une courbe qui n'est pas forcément un cercle sur une droite. Et les parabolides elliptiques et hyperboliques, dont on a déjà parlé, et les surfaces qu'on appelle les surfaces conoïdales, qui sont obtenues en faisant translater une droite sur deux courbes génératrices quelconques. Donc voilà les exemples dessinés, la sphère, l'ellipsoïde, les paraboloïdes de révolution et les cônes. Donc je rappelle que le premier est obtenu en faisant tourner une parabole autour de son axe, et le deuxième est obtenu en faisant tourner une droite autour d'un axe qui se trouve dans le même plan et qui est donc nécessairement intersecté par la droite en question. Ici, nous avons les parabolides elliptiques et hyperboliques. Je vous ai dit qu'on les obtient tous les deux et on voit dans les réseaux le dessin de deux familles de paraboles. Dans les premiers cas, on fait balader la parabole génératrice sur la parabole directrice. Les deux paraboles ont le foyer du même côté de la surface. Ici, notamment, ce foyer se trouve à haut de la surface dessinée. Et dans le deuxième cas, une des deux paraboles a le foyer qui sera d'un côté de la surface et l'autre du côté opposé. Et on obtient dans ce cas un parabolide hyperbolique. On a déjà vu cet exemple. Et voici des exemples de tore. Donc la rotation d'une forme donnée, ici c'est une forme d'ellipse. Et voilà d'autres exemples que vous pourrez trouver. Je vous donnerai dans la conclusion de ces vidéos, je vous donnerai des références que vous pourrez aller consulter sur Internet.